Bon, et bonjour Stéphane. Bonjour Damien. Je suis très heureux de t'accueillir sur, sur notre série Mighty People. On a déjà l'occasion entre Web Mécanique et puis Mighty Way d'échanger de manière assez régulière. Et là, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est d'aborder un sujet qui va être au croisement du marketing et des RH. C'est un sujet sur lequel on va à la fois côté Web Mécanique, mais aussi côté Mighty Way, intervenir chacun à notre façon. Donc ça va être intéressant d'avoir ton point de vue sur ce qu'on qualifie de d'inbound recruiting et de pouvoir en débattre. Donc je serai plutôt moi dans le rôle de l'intervieweur, même si je parle un peu au début, et toi qui vas plutôt prendre la parole après. Donc je me permets de faire l'introduction pour commencer. Peut-être que tu peux commencer par te présenter rapidement et puis peut-être parler rapidement de Web Mécanique en introduction. Oui, je suis le fondateur et le président de WebMécanique. On est éditeur de logiciels. On est une vingtaine de personnes basées à Annecy. On fait 30% de chiffre d'affaires à l'international et on travaille sur une solution de marketing automation, donc un logiciel de marketing automation directement concurrent de HubSpot, de Marketo, de Salesforce Pardot ou Oracle, Eloqua ou Marketo. Et on a une chance incroyable, c'est qu'on est en Europe. Donc aujourd'hui, avec l'absence de Privacy Shield, eh bien, on a plein de clients de toute l'Europe qui viennent chercher une solution européenne. Donc la France faisant partie de l'Europe, c'est très bien pour ça. Et on travaille avec notamment Magnetic Way qui intègre la solution auprès de clients éditeurs de logiciels et également des ESN ou des sociétés de services informatiques. Justement, quand on parle de SN, là on va parler d'inbound recruiting, mais dans un secteur un petit peu précis que nous on connaît bien côté MyTQL, puisque c'est un secteur dans lequel on travaille depuis 15 ans d'un point de vue personnel, qui est le secteur des ESN, des entreprises de services du numérique, parce qu'ils ont des enjeux de recrutement très forts. C'est-à-dire que nous, quand on accompagne une ESN, souvent à différents éditeurs de logiciels ou autres, le marketing va avoir autant un rôle au service des RH qu'au service du business. Et donc le marketing, la marque employeur et le marketing au service des RH est très important dans ce secteur-là. Et donc on va en particulier parler d'inbound recruiting au sein des ESN. Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être nous dire quelle est pour toi la différence entre du recrutement en mode classique et du recrutement en mode inbound? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, la personne, je rends à César ce qui appartient à César, c'est quelqu'un qui s'appelle Grégory Secomani, que j'avais connu chez Docapost, qui était un de nos clients sur le marketing automation. Et quand il a été chez Axis Consultant, donc qui est une ESN à Leval Opéré, il a non seulement choisi Web Mécanique pour le marketing automation, mais il est tout de suite allé voir les RH en leur disant, mais vous pouvez faire la même chose, puisque le corps du métier quand même d'une ESN, c'est de recruter des consultants pour, c'est bien beau de gagner des appels d'offres, mais il faut derrière les people pour pouvoir exécuter ces appels d'offres. Et ils sont très consommateurs, ils recrutent énormément. Et donc, il a eu une écoute très forte là-dessus. Donc, ça m'a mis vraiment la puce à l'oreille. Et en fait, effectivement, l'outbound versus inbound, c'est comme en marketing. C'est-à-dire que l'outbound, c'est quand j'ai besoin de quelqu'un, je vais chercher et je dis, je veux quelqu'un qui a telle et telle compétence et je le veux à partir de temps et merci de candidater. L'inbound, c'est un travail que je fais en permanence, très en amont. Je vais créer des médias, des contenus et qui vont faire qu'il y a des gens qui s'intéressent à moi de manière générale. Et puis un jour, parce que je vais toucher le bon pain, hein, la bonne souffrance au bon moment, donc il va devenir un bénéfice et je vais avoir le bon discours à ce moment-là, cette personne-là va décider que finalement, tiens, elle travaillerait bien pour moi. Mais c'est un chemin qu'elle a déjà fait en fait avant. Le jour où on poste tout, en fait, ce chemin, il a déjà été fait. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a presque 75% des gens, d'après la plupart des enquêtes, qui sont au poste et qui sont des candidats positifs. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne recherchent pas activement, mais si vous venez les voir à ce moment-là avec la bonne offre et avec le bénéfice, c'est-à-dire que la première chose que vous lui dites, ça correspond exactement à ce qui lui fait mal en ce moment, bon ben voilà, vous avez votre candidat. Et donc c'est comme ça que vous constituez des viviers de candidats assez importants, alors que là, bon, vous ne constituez rien. Vous tapez sur les candidats qui sont en recherche. Et paradoxalement, vous ne trouvez pas les meilleurs, parce que les meilleurs, souvent, ils ne sont pas en recherche. Et ce qui fait que ça implique en fait d'avoir une vraie stratégie parce que c'est comme l'inbound pour la facette commerciale, on va taper, comme tu le dis, beaucoup plus en amont en quelque sorte sur des personnes qui ne sont pas forcément en recherche active mais qui vont être potentiellement intéressées. Et ce qui implique des stratégies plus long terme, ne pas uniquement se limiter à poster ses offres d'emploi en quelque sorte, mais à mettre en place des stratégies sur le plus long terme. Et par rapport à ça, de ton point de vue, c'est quoi pour toi les étapes essentielles de cette stratégie qu'il faut réussir à mettre en place. Et aussi, par rapport à ça, toi, peut-être les points d'attention que tu soulèves sur cette mise en place, comme ça, et ce déploiement de stratégie, des modes de recruting.
Ouais, alors c'est intéressant parce qu'on travaille en ce moment en plus avec un cabinet de recrutement qui s'appelle Amalo et donc on a la chance de pouvoir travailler sur des différents scénarios avec plein de personas différents justement. Donc la première chose à définir effectivement c'est les personas. C'est-à-dire à qui je m'adresse. Je ne m'adresse pas à un futur lead dev ou à quelqu'un qui va être mon futur DAF exactement de la même manière. Ça paraît assez évident. Pour autant, c'est pas quelque chose qui est très structuré dans les RH, parce que c'est pas une habitude. Autant Philippe Kotler a bien appris ça depuis les années 70 aux gens du marketing, mais c'est pas arrivé jusqu'au RH. Donc ils n'ont pas l'habitude de bien définir. Ils définissent des fiches de poste, c'est-à-dire qu'est-ce que veut l'entreprise, mais ils définissent très très mal le candidat qui va potentiellement pouvoir postuler cette fiche de poste. C'est-à-dire que si vous lui demandez à quoi il ressemble, je sais pas, lui mettre un prénom, c'est plutôt fille, plutôt garçon, il a plutôt quel âge, elle discute ou s'informe par quel canal, etc. C'est des infos en fait que les RH ont très peu, souvent formatées pour définir comment je m'adresse, à qui je m'adresse et comment je m'adresse à cette personne-là. Donc la première chose à faire, c'est ça. La deuxième chose, c'est construire ce qu'on appelle en marketing le customer journey, un parcours client. Ben donc on va appliquer ça sur le parcours candidat. Et donc définir vraiment un parcours candidat, c'est-à-dire que c'est quoi les étapes par lesquelles vont passer ce candidat. On vient de sortir une offre aujourd'hui même pour une mécanique. Alors je ne sais pas si on fait les choses parfaitement bien, mais en tout cas on a écrit sur la fiche de poste, en dessous de la fiche de poste, de la présentation, on a défini les étapes qui vont se passer. Voilà ce qui va se passer. Il y a même un indiqué à un moment donné, on va appeler un de vos anciens employeurs. Voilà. C'est écrit, c'est défini, donc c'est clair. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas là-dedans, bon, bah, tant pis. Mais ça va se passer comme ça. Et vous êtes prévenu, il n'y a pas de mauvaise surprise. Vous pouvez même vous préparer en amont, vous pouvez y réfléchir déjà. Et ça aide le candidat. Il y a Carrefour qui, il y a quelques années, donnait plein d'infos aussi sur son parcours du client, mais aussi donnait des informations, des liens pour avoir des chiffres clés sur l'entreprise. C'est-à-dire l'environnement de l'entreprise, pour donner en fait le plus d'éclaircissement possible. Axis Consultants, ce qu'ils font très bien, c'est qu'ils ont des vidéos sur chaque poste, sur chaque type de poste, des vidéos de gens qui parlent de leur métier, comment ça se passe, c'est quoi ce qu'ils y trouvent comme satisfaction, joie, quelles sont leurs souffrances parfois. Et là, je conseille vraiment aux gens d'être vrais. C'est-à-dire de dire des choses qui sont vraies. Ça ne sert à rien de faire beau avec des choses fausses, ça se verra à un moment donné. Et puis de toute façon, vous allez taper dans les mauvaises valeurs. Donc, si vous voulez avoir les candidats qui vous ressemblent, bah, dites à quoi vous ressemblez. Puis vous attirerez à vous des candidats qui auront plus de chances de rester longtemps avec vous parce qu'ils auront des valeurs qui sont proches de vous. Donc, dans les différentes étapes, c'est définir ce persona. C'est ensuite comment je vais le nourrir, c'est avec quel type de contenu. Je viens de déflorer un peu le sujet, mais il y a plein de contenus comme ça qu'on peut mettre sur des sites médias de marque employeur. On appelle ça un site de marque employeur, mais c'est des contenus de marque employeur qu'on peut intégrer d'ailleurs au site corporate. Pourquoi pas? C'est juste on ne parle pas aux mêmes personnes, donc faut juste faire attention à ça. Ensuite, définir quelles sont les différentes étapes en amont, mais aussi en aval. C'est-à-dire quand le recrutement a commencé. Et qu'est-ce que c'est désagréable quand on est candidat de ne pas savoir c'est quoi l'étape d'après, où on en est, de relancer, puis finalement s'apercevoir que finalement on n'est pas shortlisté, mais on ne nous l'a jamais dit. Enfin, que des choses comme ça. Et ça, si c'est pas automatisé, surtout dans une entreprise qui commence à avoir une certaine taille, ça va être le talent de la personne qui fait le recrutement, mais ça va souvent c'est un manager qui a autre chose à faire, parce qu'il est dans une business unit, il a d'autres choses, il est manager, quoi. Il est pas. Alors parfois c'est un mix entre le manager et les ressources humaines. Du coup, personne ne sait très bien qui doit faire quoi, dans quel ordre, ça se marche sur les pieds. Donc s'il n'y a pas des process automatisés, avec des mails automatiques, avec un logiciel qui sert ça, il y a des logiciels très très bien, ça s'appelle les ATS, Application Tracking System, c'est l'équivalent d'un CRM, ça va gérer tout l'historique, non pas du client mais du candidat. Et ça, c'est vachement intéressant. Et donc, toute cette phase d'onboarding, dans le cadre du recrutement est très important. Et puis derrière, dans le onboarding, mais ça on en parlera peut-être un peu plus tard, mais le process ne s'arrête pas juste à recruter, parce que recruter c'est bien, garder c'est mieux, et voire de faire des ambassadeurs de gens qui sont partis, c'est excellent pour alimenter le vivier de futurs candidats. Et ça fait écho à ce que tu dis par exemple, côté ESN, cette idée de réfléchir aussi au circuit des recrutements, mais aussi à quels sont pas les meilleures personnes, mais les candidats, en fait, les profils de candidats. En fait, le fait de réussir à le faire en amont, c'est souvent des choses qui sont assez difficiles. En fait, il y a des vraies transformations au sein des ESN où on passe sur le client final de recherche à candidat, donc on va être capable de le rechercher. De plus en plus, il y en a qui essayent vraiment de prendre du recul, à définir des offres, voire même à verticaliser ou par rapport au positionnement. Donc on sent bien qu'on est
en train, dans cette démarche, déjà au niveau des offres, au niveau des propositions de valeur qu'on est capable de développer au sein de ESN, il y a un vrai travail depuis quelques années là-dessus, où on se rend compte qu'il y a, avec la plateformisation un petit peu des ESN, de la mise en relation, il y a un besoin côté ESN de se différencier, mais qui impacte aussi ce côté candidat en fait, en étant capable de définir un petit peu les profils. Donc cet enjeu sur la catégorie recrutement, on l'a en fait à plein de niveaux côté ESN, sur cette capacité qu'on va avoir à prendre du recul en quelque sorte sur les candidats potentiels, mais aussi sur en lien avec les offres qu'on va être capable de développer. Et tu parlais tout à l'heure d'automatisation, tu parlais d'ATS. Pour toi, c'est la solution pour résoudre un petit peu ces enjeux-là, les logiciels de suite de candidature? Bah, il n'y a pas de baguette magique, hein. Il n'y a aucun logiciel, aucune solution mécanique ou technique qui est une baguette magique, mais l'ATS, ça va permettre de garder l'historique sur le candidat. Et ça va permettre plein de choses, c'est-à-dire que ça va permettre effectivement une scénarisation, ça va permettre une automatisation des process, donc ça va éviter de perdre de l'information en ligne, ça va éviter de perdre de la valeur, et ça va permettre des choses qui ne sont jamais faites. On parle d'alimenter un vivier de candidats, hein, n'oublions pas le sujet, c'est alimenter un vivier de candidats permanent, hein, de même qu'en marketing on veut un vivier de leads permanent, hein, mais si ce n'est pas des leads chauds, des leads tièdes, on peut le réchauffer plus tard, ou enfin voilà, ça dépend du métier dans lequel on est et du site de vente, mais sur un candidat, si on fait que de l'outbound, encore une fois, on va taper sur des candidats en recherche là, maintenant, tout de suite. On n'aura que les hard skills qu'on va pouvoir valider, mais pas les soft skills, parce que les soft skills, on peut les valider au travers des contenus concrets, parce que ça va servir de filtre en fait sur les candidats. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils voient des choses qui leur paraissent complètement stupides, contraires à leur valeur, etc., normalement, à moins qu'ils aient très fins, mais sur des jobs à plutôt à valeur ajoutée, c'est pas le cas. Et puis alors sur des jobs pénuriques, on a parlé des développeurs, là il a le choix, donc il va aller quand même sur des choses qui l'intéressent. Et donc ces filtres, ils n'auront pas eu lieu, donc ils vont avoir lieu quand? Pendant la période d'essai, donc vous allez avoir énormément de déchets pendant cette période d'essai. Donc c'est des choses en moins que vous allez avoir. Et l'ATS va permettre plein de choses. D'abord de garder un historique, de permettre de construire des scénarios, mais aussi par exemple quand un candidat numéro 1 a été retenu, imaginons pendant la période d'essai, il part pour X raisons. Eh bien, ça va vous permettre éventuellement d'avoir continué la communication avec les candidats numéro 2, numéro 3, parce que le 2 et le 3, ils sont très bons aussi, si vous en avez eu 15. Mais c'est juste qu'il y a eu un numéro 1 à un moment donné. Mais si le numéro 1 est parti, ça vaut peut-être le coup d'avoir gardé le contact avec le numéro 2, d'avoir continué à le nourrir pour le garder un petit peu sous la main, et s'il est encore disponible, de pouvoir le recruter à nouveau. Et puis, ça va permettre de réveiller ce numéro 2, ce numéro 3 sur un job dans 6 mois, dans 1 an, parce que c'est toujours de très très bons candidats, alors que sinon, vous repartez de zéro pour faire une chasse dans la nature, dans l'espace. Et ça, c'est compliqué. Donc, l'ATS va vraiment permettre de garder ça et éviter de répéter exactement comme un formulaire pour la 15e fois sur le même site avec la même entreprise, vous réécrivez votre nom, votre prénom, votre adresse email, etc. Ça va permettre de poser des questions que sur les choses complémentaires que vous ne connaissez pas encore ou qu'il faut mettre à jour parce que ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas parlé et il y a quand même 2-3 petites infos qu'il faut remettre à jour. Et là, on est dans cette idée je comprends bien, on est dans cette idée de connaissance du candidat, sur laquelle on reviendra aussi derrière de son parcours. Et derrière, si on vient à l'enjeu en quelque sorte initial, comme tu dis, qui est le fait de se construire un vivier de candidats. Côté ESN, c'est encore plus un enjeu parce qu'on est sur des profils qui vont être souvent expérimentés ou en tout cas avec des fortes expertises, que ce soit technique ou métier ou par rapport à des secteurs d'activité. Donc on a encore plus cet enjeu en fait en quelque sorte comme tu dis, de marché de l'emploi qui va être pénurique côté ESN. Donc comment dans ce cadre-là, on va être capable, via les stratégies d'inbound recruiting, d'être capable de multiplier, en tout cas d'amplifier ce vivier de candidats qu'on va être capable après d'animer et de connaître, mais en quelque sorte d'augmenter en quelque sorte ce vivier avec lequel on va être en lien. Ce qui est intéressant déjà, c'est de s'apercevoir qu'il y a, je sais pas, dans les moins de 35 ans, puisque si on parle de job pénurique sur des développeurs, on va être plutôt sur des moins de 35 ans. Je n'exclus pas les autres, mais bon, voilà, majoritairement en tout cas. On sait qu'il y a presque 80%, je crois que ce sont 13%, qui regardent les offres d'emploi uniquement via les réseaux sociaux. Bon, déjà, s'intéresser à ce canal-là, hein, c'est quand même super intéressant. Comment je communique sur ce canal-là, comment j'atteins ces personnes-là. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a presque 83% des gens qui recherchent un job sur le digital de manière large, hein, au-delà des réseaux sociaux, mais 89% ne postulent à rien. C'est-à-dire qu'ils vont arriver sur une fiche sur le site, ils vont voir l'offre, mais ils ne postulent pas. Donc il faut quand même poser ce problème. Quand on a un taux de conversion qui est aussi faible, il faut se poser la question de comment je communique, à qui je communique et avec quelle itération et quelle image j'ai donnée en amont de mon entreprise. Et donc ce vivier, on va le constituer autant
par l'image, alors qui est un investissement, qui est un investissement, parce qu'il va falloir créer des contenus, etc. Ce qui est intéressant, c'est que cet investissement, non seulement va permettre de baisser les coûts plus tard, même dans la phase de recrutement, puisqu'on va automatiser plein de choses, qu'on va filtrer à mort les gens qui viennent à nous. Donc, a priori, il y a beaucoup moins il devrait même presque y avoir moins de candidats qui postulent à une offre, mais que des super bons et que des cracks et qui correspondent exactement à mes valeurs et à ce que je veux avoir. Donc, je vais perdre beaucoup moins de temps. Je vais avoir moins de déchets dans la phase les 3 à 6 mois de période d'essai. Et je vais les garder peut-être un peu plus que 2 ou 3 ans. Ça vont peut-être aller au-delà de la première mission parce que justement, ils vont trouver des choses qui sont réelles. C'est bien, ça correspond bien à l'idée qui se faisait de la société. Et ensuite, comme je suis capable de tracer les gens que j'ai retenus ou que j'ai pas retenus, de les relancer, de les nourrir et que c'est pas inhabituel pour eux puisque c'est ce que je fais déjà depuis qu'ils sont rentrés dans mon système, comme sûr qu'ils l'acceptaient. RGPD marche également sur le candidat. Et là, je vais me constituer naturellement un vivier à la fois de gens qui arrivent à moi naturellement pour la première fois, mais de gens qui étaient déjà venus à moi dans une fois précédente, peut-être même des gens qui ont travaillé pour moi il y a quelques années et qui aimeraient bien revenir chez moi après une expérience qui n'était pas si agréable que ça. Aux États-Unis, il y avait une étude qui disait qu'il y avait 15% des collaborateurs qui avaient déjà travaillé pour la boîte avant et 40% des salariés aimeraient bien revenir dans une des boîtes dans laquelle ils avaient travaillé au préalable, mais qu'ils n'osaient pas forcément, ou ils n'avaient pas l'opportunité, enfin ils ne savaient pas très bien comment faire, etc. Donc ça vaut vachement le coup. Quand on sait qu'il y a presque 60% des candidats qui partent d'une boîte, mais en étant contents de la boîte, c'est-à-dire qu'il y en a 38% qui sont vraiment mécontents d'un truc, ils sont mal payés, ils ne sont pas contents de leur manager, etc. Mais tu en as 60%, ils partent pour autre chose, mais fondamentalement, ils ne sont pas mécontents, ils ont plutôt une bonne expérience. Ces gens-là, il faut les travailler au corps, je veux dire, en termes faut les garder pour en faire des ambassadeurs, soit pour qu'ils parlent en bien de la boîte. Moi, il y a des boîtes dans lesquelles je pars toujours, 30 ans après, j'en parle toujours en bien. Je ne sais pas quel impact ça a sur leur recrutement, mais forcément multiplié par des dizaines de milliers, ça peut avoir un impact. Et ensuite, c'est des gens, même de temps en temps, je peux dire, est-ce que vous seriez intéressé voilà, on cherche un manager senior, etc. Il y a 15 ans, vous avez travaillé avec nous, vous étiez lead gen, machin truc, on cherche un CTO plutôt high level. Bon, est-ce que ça vous intéresserait? Et statistiquement, il va y avoir des gens qui sont intéressés. En tout cas, conserver le lien, enfin, conserver ce lien, à quelle que soit l'étape, que ce soit très en amont, voire en aval, c'est quelque chose qui est important. Et juste pour partager un autre d'expérience, pour compléter ça, rien que dans des choses très pratiques, là j'ai le cas avec une ESN avec qui je travaille, et rien que le fait d'appliquer des méthodes, vraiment qui sont de base côté commerce, et de les appliquer côté RH, ça change la donne. Rien que le fait de dire, côté commerce, le fait de dire, on sort uniquement le formulaire de démo et le formulaire de contact, et en proposant des documents en téléchargement en amont, en fait on peut faire la même chose côté RH. C'est-à-dire pas uniquement se limiter à je propose l'offre d'emploi et je crée à ce moment-là, mais aussi créer des documents qui sont adaptés pour les RH, sans être engageant au sens parce que je postule, mais parce que je m'intéresse à l'entreprise avec une approche RH. Et donc cet aspect-là, rien que de changer un petit peu ce prisme en disant j'ai le droit de m'intéresser à un public RH, pas uniquement lorsque j'ai des offres d'emploi ou des gens qui sont intéressés, mais en créant une interaction qui va au-delà. Et en fait, c'est cette même démarche qu'on a côté commerce, l'appliquer côté RH, parce comme tu dis, amplifier l'audience qu'on a via les réseaux sociaux, etc. Et prendre la parole pas uniquement sur des offres d'emploi, mais plus largement sur vous vous intéressez à ce qu'on fait d'un point de vue offre, etc. Inscrivez-vous à la newsletter, inscrivez-vous à aux documents qu'on partage, aux BD, aux choses comme ça qu'on va partager sur l'entreprise. Et rien que ça change, souvent ça change la donne en complément justement de cette vision du aval et puis et amont. Et juste d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose qui est par rapport à l'écosystème. Côté ESN, on a bien sûr cet enjeu de candidats. Mais plus que dans d'autres entreprises, on a aussi l'animation d'un réseau de partenaires et en particulier de freelance. Parce que les ESN, suivant les types, il y en a aussi beaucoup qui travaillent aussi à être capables de positionner des freelances avec qui ils sont en relation, qui ne sont pas des candidats, mais qui sont pas des personnes qui recrutent des employés, mais des freelances qui sont capables de positionner. Donc là, on a des enjeux qui sont assez similaires. De mon point de vue, en tout cas de ce que je peux voir à côté dans l'expérience, je trouve que là, on peut avoir la même démarche d'éléments de recruiting côté freelance et partenaire que ce qu'on peut avoir côté candidat, parce que justement, on crée un lien qui n'est pas uniquement un lien, vous voulez être recruté, mais un lien qui voulait être lié à notre entreprise et vous voulez créer un lien dans le temps. Est-ce que tu partages cet avis de se dire que c'est aussi adapté côté freelance? Est-ce que c'est des choses que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer Alors oui, absolument. C'est juste un persona. C'est juste un autre persona. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas les mêmes attentes qu'un salarié, sinon il serait salarié. Donc il a d'autres attentes, alors probablement autour de la liberté, au travers d'une forme de choix de vie. Il n'a pas envie d'une carrière. Voilà, il a envie de choses différentes. Il faut les identifier.
Il faut identifier les freelances qui sont compatibles avec les valeurs de l'entreprise, mais également les valeurs de ses clients. Voilà, l'acceptation d'avoir quelqu'un qui a ce statut-là. Et donc, ça veut dire que cette personne-là ne sera pas quelqu'un qui aura un discours corporate dans sa vie, dans les réseaux sociaux, par exemple. Donc, c'est quelqu'un qui a notre vie. Donc, il faut le mettre en valeur pour ça. Donc, comment ça s'intègre? Est-ce que ça peut s'intégrer? Il faut se poser ces questions-là. Mais ça reste un persona. Ça reste un type de candidat particulier, avec des choses à lui offrir qui ne seront pas les mêmes qu'aux autres. Et c'est quelqu'un qui peut aussi apporter des choses différentes à l'entreprise et aux clients de l'entreprise. Mais il faut les qualifier, il faut les valider, il ne faut pas que ça fasse peur. Et voilà, il faut que ça soit quelque chose qui soit accepté, encadré. Et à partir de ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais ce qui fait que ça rejoint un peu, enfin ça me fait réfléchir, ça rejoint un peu ce que tu disais sur le fait de dire, bah, en fait, dans les processus, enfin dans les modes de recruting, on n'est pas uniquement sur une sorte de profil type qui est ok, un candidat employé type, mais on va avoir plusieurs meilleurs personnages qui vont être des gens qu'on va pouvoir employer, qui peuvent être aussi des partenaires, qui peuvent être des freelances. En tout cas, le fait de réfléchir à ça, à qui on veut interagir d'un point de vue RH, ça permet justement de sortir un petit peu du spectre des fois un peu limité à bon bah on a une offre d'emploi, on la poste et c'est ça qui nous intéresse. C'est ce que j'appelle l'entreprise étendue. Oui. C'est-à-dire c'est l'ensemble c'est l'aura que vous avez, c'est ce qu'on appelle la notoriété. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que l'investissement, alors moi je sais mal le mesurer en termes d'analytics, ce sujet-là, mais ce serait intéressant que quelqu'un un jour fasse une thèse sur le sujet, parce que je suis preneur d'infos. C'est l'impact sur les ventes d'une bonne notoriété RH. C'est-à-dire que intuitivement, je me dis que oui, ça a forcément un impact. En plus, dans mon expérience personnelle, au prisme de mes 30 ans d'expérience, j'ai bien vu que les qualités humaines, de relations avec les collaborateurs, les clients, etc., donc ces valeurs, et donc tout le discours que vous tenez pour attirer des talents à vous, c'est un discours qu'entendent aussi des clients potentiels, sans parler que vos ex-collaborateurs ou de futurs ex ou de ex-futurs peuvent demain être chez les clients potentiels à vous. Selon le secteur dans lequel vous êtes, vous pouvez tout à fait, un freelance peut tout à fait vous conseiller à un client de travailler avec vous, parce qu'il travaille avec vous, qui trouve que votre travail est remarquable, il a l'occasion de voir les valeurs de l'entreprise, le management, les projets se dérouler bien. Donc il peut tout à fait recommander une entreprise pour lui-même travailler en freelance dans votre ESN pour ce projet. Et il sait qu'il va tailler lui pour mener le projet global. Un gros projet SAP sur 6 ans, bon bah lui freelance, il ne sera jamais retenu. En revanche, il peut être retenu pour une compétence très précise au travers de l'ESN et conseiller cette ESN à son contact client qui est, ça se trouve, un pote de l'école 42 d'il y a 5 ans. En tout cas, l'impact de la marque employeur et des communications RH sur le business est encore plus. Et j'ai pas des analytiques, comme toi, j'ai pas d'analytique. Par contre, je sais que suivant les secteurs d'activité, ça va différer. Et en particulier côté ESN, comme la valeur est liée au profil que tu vas être capable de proposer, aux valeurs qu'il porte, en fait, les clients potentiels s'intéressent aussi aux communications que tu vas avoir d'un point de vue marque employeur. Et ils regardent pas uniquement les communications des salariés. Et on sait très bien que c'est de la recommandation, c'est-à-dire que le scoring, on choisira jamais une entreprise uniquement parce que pour cette raison-là, mais ça ajoute des petits points. C'est un environnement, ça crée un environnement de confiance. Voilà, ça rajoute des points. Donc ça permet d'être shortlisté et ça permet de défendre son projet et voilà, on est dans un climat favorable. Et là, si on passe un peu sur des visions un peu concrètes par rapport aux outils, dans le secteur donc, des ESN, on a à la fois cet enjeu d'animation, de connaître parfaitement son vivier de candidats, parce que lorsqu'on va avoir un client qui va rechercher un expert technico-fonctionnel avec une expertise dans le retail et dans la finance, etc., on a besoin d'être capable de faire le matching parfait en quelque sorte par la connaissance de son vivier par rapport aux enjeux clients en hard skills et soft skills est hyper important. Donc il y a cet enjeu d'animation qui est très fort. Et un enjeu de différenciation aussi qui est très fort, parce que comme on le disait, sur un marché de l'emploi qui va être pénurique. Et donc en fait, toutes les ESN vont se battre, enfin pas toutes, mais la majorité vont se battre des fois pour des profils assez similaires. Donc essayer de dire comment est-ce qu'on va se différencier aussi par rapport aux candidats. Et par rapport à ça, en quoi l'inbound recruiting, en quoi aussi les outils derrière, qu'on peut avoir côté aussi marketing automation, vont être capables de répondre en fait à cet enjeu à la fois de connaissance du vivier et d'être capable de se différencier. En fait, pour moi, le différenciateur clé, c'est que tout d'un coup, vous vous intéressez aux candidats. La plupart du temps, moi, de mon expérience de salariat précédent, les entreprises ne me parlaient que d'elles.
et ne me demandait à moi que des éléments de réassurance pour elle, Mm. mais ne me parlait pas de mes besoins. Jamais on m'a demandé de m'exprimer sur mes besoins. Moi, une question que je pose tout le temps en recrutement, enfin je la pose moi parce que je recrute moins, mais mes collaborateurs le font, mais c'est de poser la question, c'est quoi votre rêve? Mais pour une raison pas forcément très altruiste, c'est juste pour savoir si je peux répondre à ce rêve. Et à ce moment-là, si je peux répondre, on a une relation d'égalité en termes d'intérêt, et donc on va pouvoir être productif pendant 6 mois, pendant un an, pendant 10 ans, j'en sais rien, ça dépend un peu de... Mais moi, il m'est arrivé de recruter quelqu'un qui avait en rêve quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'était notre entreprise. En revanche, on pouvait lui amener pendant un an une qualification qui lui permettait d'atteindre son rêve derrière dans une autre entreprise. Ce qui a été fait. Et bien, pendant un an, j'ai vu quelqu'un d'archi productif. Donc c'est génial, le contrat rempli. Donc on voit que ça change le paradigme, c'est-à-dire plutôt que de dire voilà ce que je veux, vous parlez anglais, enfin mouton à 5 pattes, tu sais, Ouais, je vous êtes, vois. je ne suis pas comme un junior, mais vous avez déjà 5 ans d'expérience, enfin bref, toutes ces dissonances, c'est très dissonant d'ailleurs quand vous entendez ça, moi j'ai pas envie, enfin ça me fait pas envie, donc il faut avoir très faim, mais si vous êtes sur des jobs pénuriques, ça marche plus. Et tout d'un coup vous retournez ça, et en fait vous aidez le candidat à réussir l'entretien chez vous. Et ça change le paradigme. Mm. Vous n'êtes plus dans une sélection d'une masse de gens, vous voulez le meilleur. Non, vous aidez les gens à être bons avec vous. Et ça, c'est très important parce que, en plus, vous enlevez un biais. Le biais des recrutements, c'est qu'il y a des gens comme moi qui sont excellents en recrutement, mais qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et vous avez des gens qui sont excellents pour le poste, mais qui ne seront pas bons du tout en communication, relations interpersonnelles, parce qu'ils n'ont pas appris, parce qu'ils n'ont pas d'appétence à ça. Mais ce n'est pas ce qu'on va leur demander dans le job. Et pourtant, pour le recrutement, c'est ça qu'on va regarder. Donc, on va enlever ce biais-là en aidant les gens à être bons là où on veut qualifier à la fois les hard skills et les soft skills. Et ça change tout. Et en fait, ce qui fait derrière, pour compléter puis rebondir là-dessus, on a aussi cette idée de se dire que grâce à cette démarche-là, en quelque sorte, et aux outils, qu'on parle d'ATS, qu'on parle de marketing automation, mais qui vont permettre de dire on ne s'intéresse pas qu'aux candidats en bout de chaîne lorsqu'on va avoir besoin de répondre, mais on se permet de s'intéresser plus globalement et de communiquer plus globalement, bah, ça nous permet aussi de connaître mieux les gens, de les connaître dans le temps, d'être capable de personnaliser les communications, de s'intéresser, comme tu dis, à ce qu'ils sont, parce qu'on n'est pas dans ce tout bout de chaîne où on a besoin de trouver un candidat de manière urgente, mais on va créer une relation qui va être différente et qui va inverser un petit peu cette relation en quelque sorte qu'on va avoir avec les candidats. En fait, on change le paradigme du management par la peur avec le management par une forme d'amour, par une forme d'altruisme. On a été éduqué, alors je vais parler pour l'école blanc, hein, pour l'école bleue, il faut le convertir, mais pour l'école blanc, on a été habitué à l'école à être les meilleurs dossiers pour les classes prépa, concours, sélection, tous tes camarades sont des ennemis. Tu rentres dans une grosse boîte type L'Oréal, Nestlé, il faut être un hypo, donc tu ne sais pas qui est hypo, mais quand tu l'es, tu le sais. Tu vas aller aux États-Unis, machin, l'accord, tu vas connaître tous les VP, on va te renvoyer dans ta zone géographique. Bref, tu es dans cette sélection naturelle qui est gérée par la peur, puisque c'est une sélection et qu'à chaque fois, il y a des gens éliminés. Donc les autres sont des ennemis. Et là, tu changes le truc. Alors, il faut le vouloir aussi, il faut que ta boîte soit prête à ça. Changement, parce que là, tu aides les gens à être bons et à réussir. Et tu ne veux que des gens qui soient meilleurs que toi quelque part en tant que manager. Ça, tu changes vraiment ça. Et donc, ça veut dire que tu vas donner des informations, tu vas donner le maximum d'informations pour que la personne puisse faire un choix éclairé, se sente pas dans un climat de peur d'échouer l'entretien, etc. Mais elle a toutes les clés pour réussir et il faut qu'elle soit elle-même, nous dise ce dont elle a envie, si elle n'a pas envie. Puis au moins, si c'est dissonant à ce moment-là, c'est le bon moment pour se séparer. Et on perdra le moins de temps possible. Donc, encore une fois, on est dans une relation d'égalité. Bon, c'est ça qui va apporter, je pense, l'inbound marketing. Encore une fois, c'est pas l'outil qui va l'apporter. C'est pas l'outil de marketing automation, c'est pas l'outil d'ATS, etc. L'ATS, ça va juste permettre de le supporter. Mais ça va être une question de valeur et ça va être une volonté. Et ça va être une volonté qui va s'inscrire dans la création des contenus, à qui on laisse la parole. Moi, j'ai toujours été étonné qu'on ne laisse pas la parole aux gens qui sont les homologues des gens à qui on va parler. À quel moment vous faites rencontrer des gens dans l'entreprise qui vont avoir le même poste que vous? Moi, je ne l'ai jamais vu, ça doit exister, mais je l'ai rarement vu. Donc, de mettre des vidéos de gens qui parlent, qui s'expriment assez librement, c'est déjà un premier pas. Un deuxième pas pour être dans le process de pouvoir rencontrer quelqu'un qui fait déjà le même métier que vous. Dans les ESN, ça existe. Mais en général, c'est le développeur Ruby, il n'est pas tout seul. Ouais. Oui, et puis en tout cas, c'est des choses qui se mettent en tout cas de manière pratique, par exemple, nous, avec les ESN qui on peut travailler, de plus en plus, c'est des choses qui se mettent en place, c'est-à-dire de donner la parole, pas uniquement donner la parole à la personne au travers de l'entreprise qui prend la parole à sa place, en quelque sorte, mais donner réellement la parole sur des vrais retours d'expérience, sur sa vie, sur les missions qu'ils ont,
sans, voilà, vraiment de manière transparente, avec les points positifs, les points négatifs, être capable de, voilà, de partager ça en amont. Non seulement ça plaît aux clients finaux parce que ça leur montre qu'il y a, enfin, quels sont les gens vraiment derrière, et puis d'un point de vue marque employeur, c'est des choses qui fonctionnent. Ça responsabilise aussi les gens dans l'entreprise. Parce que tout d'un coup, ils ont un rôle, on leur demande un rôle dans le process de recrutement. Bon, avant, on leur demandait rien. Et encore une fois, considérer le fait que c'est quand même assez dissymétrique de demander aux gens, de leur demander de pouvoir appeler un ancien employeur, alors que vous leur proposez même pas de pouvoir rencontrer quelqu'un qui est dans la boîte, voire quelqu'un qui a quitté la boîte, mais qui est capable d'en parler. Mais ouais. Et puis ça rejoint le changement de paradigme dont tu parlais, le fait de dire, pas forcément, alors parler d'égalité, c'est pas forcément le bon terme, mais se dire, ok, mais l'information transite dans les deux sens. J'avais la même échange là, avec une DRH d'une ESN qui me disait, bah, moi ce que j'attends maintenant dans les entretiens, c'est pas uniquement moi qui vais poser les questions, il faut que les questions passent dans les deux sens, parce que c'est ça aussi qui va montrer l'intérêt du candidat pour ce qu'on fait, qui va permettre d'être sûr de s'aligner en quelque sorte là-dessus. Et un client, un entretien où moi je pose des questions et le candidat répond, pour moi c'est un mauvais entretien, parce que finalement je ressens pas l'intérêt. Et en fait cette approche-là, c'est comment est-ce que tu la déclines sur sur l'ensemble du process, en quelque sorte. Donc il faut l'aider, il faut lui donner la matière, il faut l'aider. Et puis d'abord, tous les gens n'ont pas ce niveau de curiosité d'aller chercher par eux-mêmes des informations. D'abord, il faut qu'elles existent, elles n'existent pas toujours. Et si elles existent, montrer le chemin. Parce qu'encore une fois, si tu cherches un développeur Ruby, c'est pas la peine de lui demander non plus d'être un gars super curieux comme un thésard qui va aller chercher des informations dans tous les sens. Il peut l'être, mais il peut ne pas l'être et être très très bon quand même dans le poste pour lequel tu le fais. Donc autant l'aider à lui donner le plus d'informations possible. Et c'est parce que j'ai des informations que je serai capable d'avoir des questions. C'est très clair. Juste pour conclure, par rapport au tas d'échanges que tu peux avoir, soit côté RH ou au niveau de tes équipes, quels est un peu maintenant les messages que tu véhicules sur qu'est-ce que les RH peuvent attendre du marketing? À quel niveau est-ce qu'ils attendent des choses? Est-ce que c'est au niveau des outils? C'est au niveau de l'accompagnement? Qu'est-ce que maintenant on dit, bah oui, le marketing doit bien sûr se connecter au commerce, ça fait plein d'années dont on parle, etc. Maintenant on dit que le marketing se connecte au RH. Voilà, mais qu'est-ce que les RH peuvent attendre, en quelque sorte? Qu'est-ce qu'elles devraient attendre du marketing? Alors, je pense qu'il est fondamental qu'ils se connectent entre eux. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont une expérience totalement différente. Les RH ont une expérience de par leur métier, de par les process, etc., plus de gestionnaire. Les gens de marketing peuvent mettre à leur disposition justement tous ces process de définir un persona, définir qu'est-ce qu'est un parcours candidat, définir c'est quoi les contenus, c'est quoi l'expérience qui a été accumulée quand même pendant 2 décennies sur le digital, les réseaux sociaux, etc. C'est quand même une expérience qui est utile. Comment je mesure tout ça? Les RH n'ont pas la moindre idée. On leur a demandé de mesurer d'autres choses. On leur a demandé de mesurer des bilans de compétences. On leur a demandé de mesurer des choses plus en aval. Mais en amont, finalement, ça restait c'est très rustique. Donc il y a tout cet apport-là à convertir dans l'univers des RH. Et les RH je pense que les marketing, il y a un travail de maïeutique à faire aux RH pour leur faire accoucher parce qu'ils savent, ils ont un vrai savoir-faire aussi, de savoir quelles sont les compétences, hard skills et soft skills dont ils ont besoin. Peut-être mettre aussi les managers dans la boucle au milieu de tout ça. Donc ça veut dire qu'il faut un petit travail de jus de cerveau à faire entre les patrons de BU, les managers, les RH et les gens du marketing de manière à construire cette marque. Et puis surtout pas penser que c'est fait une bonne fois pour toutes parce qu'on a fait ce travail sur 3 réunions. Non, c'est un travail d'itération, de mesure, exactement comme on a l'habitude de le faire en marketing. Donc je pense que le marketing a toute cette expérience de création, de définition de qui sont les candidats idéaux, mais dans la méthodologie du scénario, comment on fabrique des contenus et tout ça, se le faire approprier par les RH. Et je pense que le jour où les RH n'ont plus besoin de communiquer avec le marketing là-dessus, c'est que c'est gagné, c'est qu'ils ont à peu près le même niveau de compétences là-dessus. En fait, je rejoins à 100% là-dessus, et je pense que ce changement-là, autant ça va dépendre du poids que vont avoir en quelque sorte le poids que va représenter le recrutement dans l'entreprise. Et donc, autant il y a des entreprises où, en fait, côté marketing, c'est pas forcément des choses où on sent qu'il y a de la volonté d'avancer, mais typiquement côté ESN, et là, j'ai plusieurs retours d'expérience de ce type-là, où tu sens que, en gros, l'attente qu'on a côté RH est forte, il y a une vraie volonté de se dire, ok, j'ai besoin, en fait, de digitaliser aussi ma manière de recruter, d'élargir ça, et en fait, on monte en quelque sorte des binômes marketing RH, comme on le fait côté commerce, mais on le fait côté RH parce que, en fait, les attentes sont de plus en plus là. Là, j'ai un client qui m'a dit, pour les 3 prochaines années, pour les plans de développement qu'on a, notre premier enjeu,
c'est la partie marque employeur et capacité à attirer des RH devant la capacité à générer des leads. Et c'est pas souvent qu'on entend ça en fait, parce qu'on a l'impression que le marketing, ça fait 5 ans, on dit bah, le premier enjeu c'est générer des leads, alors il faut voir ce qu'on met derrière. Voilà, tout le monde, ouais, je suis d'accord avec le principe, mais il faut voir ce qu'on met derrière. Et là, je trouve que c'est extrêmement intéressant, parce que dans ce secteur-là, on a vraiment cette idée de dire, oui, il y a ça, mais en fait, non, on a attendu sur ce côté business, mais pas uniquement. Et là, le fait d'entamer en quelque sorte ces approches côté RH, c'est intéressant, ça change les points de vue. En plus, c'est des gens qui ont, côté RH, qui n'ont pas forcément énormément cette habitude des méthodes marketing. Et donc, ça crée souvent des projets qui sont très intéressants. Oui, puis après, je pense qu'on recrutera des gens qui ont peut-être, je pense, cette double compétence, cette double appétence aussi, parce qu'il faut en avoir envie là-dessus. Mais en tout cas, il y a une opportunité extraordinaire aujourd'hui dans cet univers-là, parce que c'est un univers neuf, avec des outils qui ont été rodés, des méthodologies qui ont été rodées par le marketing, mais dans un univers où c'est encore neuf. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités à prendre. Et celui qui tire le premier aujourd'hui, qui commence à investir sur ces sujets-là, dans 3-4 ans, il en verra les effets par rapport à ses concurrents immédiats, que ce soit des cabinets de recrutement, que ce soit des ESN, que ce soit des sociétés de nettoyage, tous les gens qui utilisent beaucoup de monde dans leurs effectifs, le BTP. On voit bien que c'est des univers où c'est pas si simple. Et je donne le BTP, j'en parle parce que j'ai vu ça dans le marketing au niveau des industries. De l'industrie. J'ai vu des gens s'inscrire dans cette démarche-là à partir de la crise de 2008 en se disant mais comment on fait pour ne plus subir des à-coups pareils, d'une telle violence. Et ces gens-là ont commencé à investir dans le digital. On commençait au milieu des années 2010, 2015, 2016 à investir des PME, des PME de 10-20 millions d'euros. Donc l'industrie, c'est pas des géants. Et qui ont commencé à construire des scénarios de marketing automation, etc. Et quand est arrivée la crise du Covid, c'est des gens qui ont fait x5, x6 sur du chiffre d'affaires. Moi j'ai un exemple en tête, c'est du rayonnage industriel. Donc on peut dire pourquoi faire x6 sur du rayonnage industriel pendant le Covid? Tout simplement parce que les autres étaient fermés. Les autres, les collaborateurs, on ne savait pas trop où ils étaient, on savait plus, leur entreprise était totalement désorganisée, et eux, comme pendant 10 ans, ils avaient construit comme ça du contenu, ils avaient construit des process automatisés, etc. En fait, l'entreprise fonctionne entre 365 jours sur 365, en 24/7, en fait, ne subissent plus ces à-coups. Et donc, ces jours-là, ils prennent des parts de marché incroyables. Donc, ce n'était pas prévu comme ça, parce que, bon, le Covid, personne n'avait prévu. Mais le jour où le marché se tend, etc., où la concurrence se fait beaucoup plus dure, tous ceux qui ont construit ça de manière patiente, ont mis ça de manière pragmatique, ont habitué leurs collaborateurs à penser comme ça. Donc c'est quelque chose qui se construit dans le temps, ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Je ne disais pas un outil, bing, tout d'un coup tout se transforme. Donc travailler avec les bons partenaires, les bonnes agences comme Analytic Way, etc. Donc c'est très important sur le long terme. Et le jour où vous avez des crises et des à-coups, tous les autres ils s'effondrent et vous, soit vous surperformez, soit vous effondrez moins. Mais en tout cas, peu importe. En tout cas, c'est un asset. C'est un asset, c'est-à-dire que ça devrait être dans le bilan comptable. Alors ça ne l'est pas, mais ça devrait l'être comme une machine outil. La machine outil, ça permet d'automatiser des process. Une machine outil, vous pouvez l'amortir, vous pouvez emprunter. Là, c'est un peu plus immatériel et c'est pas pris en compte comme tel, mais ça devrait l'être, ça devrait être dans le bilan. Parce que ça a de la valeur et ça valorise vraiment l'entreprise. Et ça, je peux vous dire que quand vous revendez une entreprise, vous le voyez, parce que les investisseurs, d'ailleurs, même sur les startups, les investisseurs mettent une ligne toujours sur l'automatisation du marketing. Je pense qu'ils vont le mettre demain sur l'automatisation du RH dans des domaines d'activité où c'est prégnant. Et de la même manière, donc c'est valorisé derrière, parce que si vous avez déjà mis en place, c'est assez long à mettre en place. Donc forcément, c'est un asset, c'est une valeur et ça valorise l'entreprise durablement. Oui, en tout cas, c'est un coup d'avance. Soit un coup d'avance, soit c'est le fait de ne pas être en retard, mais en tout cas, c'est des changements qui vont... moi, je suis aussi convaincu qu'il y a des changements qui s'initient fortement là-dessus, et que l'automatisation du marketing RH, ou en tout cas cette mise en place côté RH, c'est aussi l'occasion de se dire que le marketing, il est au service de la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire que oui, il y a la dimension commerce qui est des fois prégnante, mais pas uniquement que ça, c'est aussi la stratégie d'entreprise, c'est aussi la marque employeur, et donc c'est remettre aussi l'occasion de remettre ces processus d'automatisation au niveau de l'entreprise et puis uniquement sur un service ou sur une vision. Bon, écoute, merci beaucoup Stéphane. Je ne sais pas si c'était un dernier mot de conclusion, mais en tout cas, c'était très intéressant de débattre de ça avec toi. Moi, je pense que pour les ESN, c'est le moment. Je pense que sur la décennie qui vient, s'il y a un axe de différenciation et de scalabilité que peut avoir une ESN aujourd'hui, c'est là-dessus. Parce que c'est pure business pour elle d'avoir le bon recrutement, le bon timing du recrutement. Donc, c'est aussi essentiel que de gagner un appel d'offres.
Donc c'est à égalité avec le marketing, la vente. En général, il y a beaucoup plus de gens dans une ESN d'ailleurs qui s'occupent de recrutement que de commerciaux qui vendent des projets, qui cherchent des projets. Donc c'est bien la preuve que c'est le domaine sur lequel il faut investir. Et cet investissement, il est doublement rentable. Il est rentable parce que vous avez les bons people pour faire les bons marchés. Mais en plus, ça va vous amener du business derrière. Donc encore une fois, c'est le bon moment pour investir là-dessus. Investissez, vous verrez la différence. Vous aurez une forte croissance et une croissance durable par rapport à votre univers, quel que soit, et ça j'ai pas de boule de cristal pour le définir, quel que soit l'avenir de l'économie, quel que soit l'avenir, en tout cas vous serez meilleur que les autres. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de conclusion. Et puis j'aurai peut-être l'occasion de t'accueillir pour de prochaines vidéos parce que je suis sûr qu'on a plein de sujets qu'on va pouvoir aborder ensemble. Avec plaisir Damien, à bientôt. Au revoir.